Ouais, ben, je pense on va commencer. Simplement, je vais vous introduire notre conférencière du jour, Madame Émilie Allard, qui est infirmière et professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Elle est également chercheuse régulière au Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Donc, premièrement, je te remercie, Émilie, d'avoir accepté de présenter à nos membres les résultats de tes recherches. C'est un sujet qui qui nous est revenu dans nos sondages pour savoir un peu quel type de sujet aborder. Et on a vu plusieurs membres qui voulaient un peu avoir des formations ou des présentations sur le sujet. Donc, je te remercie beaucoup. Je vais simplement rappeler à nos participants et participantes qui peuvent poser leurs questions en tout temps dans la section Q&A et à la fin de la présentation, on pourra y répondre. Donc, je vais te laisser la parole, Émilie. Merci beaucoup, Ludovic. Donc, je vais commencer par partager l'écran. Comme ça. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'imagine que oui. Donc, là, je vous ai perdu, mais bon, tant que vous voyez mon écran, l'important, c'est ça. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, merci. Je suis contente d'être présente avec vous aujourd'hui aussi. Je pense que probablement le thème au niveau de la fin de vie, la proche aidance en fin de vie, c'est un thème qui est encore plus d'actualité avec l'année qu'on vient de vivre, disons. Donc, je vous remercie à tous d'être présents, tous et toutes, d'être présents pour m'écouter dans cette conférence midi-là. J'ai envie de vous dire aussi bon appétit, puisque probablement que certains d'entre vous allaient manger pendant l'heure du dîner. Donc, je me présenterai pas plus que ça. Ludovic m'a présenté dans mes grandes branches de recherche et professeur. C'est pas mal ça que je suis. Le titre de la présentation aujourd'hui, c'est l'expérience de la proche aidance en contexte de fin de vie, entre partenaire de soins et redéfinition de son identité. Je rajouterais le mot individuel à la fin, puisque c'est vraiment cette dualité-là entre le rôle social de la proche aidance et la quête personnelle de soi-même, qui est au cœur de cette expérience-là qui entoure la fin de vie d'un proche. Particulièrement le contexte de la proche aidance en fin de vie. Et c'est ça qui va être l'objet un peu de la présentation aujourd'hui. L'expérience des proches aidants, des personnes proches aidantes qui accompagnent une autre personne dans le contexte de la fin de vie, c'est issu de mon expérience personnelle. Celle de l'accompagnement de mon père qui est décédé en décembre 2013 après 2 années à vivre avec le cancer du poumon. C'est un peu cette expérience-là qui m'a poussée à aller vers le doctorat puis à m'intéresser à cette expérience de la proche aidance en fin de vie et qui me pousse encore, en fait, à faire de la recherche sur ce domaine-là. Mon projet de thèse, c'était de modéliser le processus de préparation à la perte d'un conjoint. Je me suis orientée plus précisément sur l'expérience des femmes qui accompagnent un conjoint, qu'il soit marié ou pas, dans sa fin de vie. Le choix de s'intéresser aux femmes, puis plus spécifiquement aux conjointes, c'était entre autres orienté sur le fait que, comme vous le savez probablement, il y a des différences entre les proches aidantes selon leur genre, leurs rôles sociaux, qu'ils soient travailleurs ou pas, qu'ils soient retraités, qu'ils soient avec des enfants à charge ou pas, selon la relation qu'ils entretiennent avec la personne aidée et aussi selon la maladie ou l'handicap vécu par la personne aidée. Il s'agit de facteurs divers qui influencent en fait l'expérience de la proche aidance. Ces facteurs-là, on les retrouve aussi quand on s'intéresse à l'expérience du deuil. En effet, la relation, le genre, le type de décès influencent toute la façon dont le deuil sera vécu. Donc, c'est en mettant en commun tant mon expérience personnelle que mon expérience professionnelle comme infirmière, que la littérature scientifique, que l'idée de mieux comprendre l'expérience vécue par les proches aidants au terme de la vie d'un autre m'est apparue comme étant importante. C'est quoi les particularités que révèle l'accompagnement en fin de vie? Que vivent les proches aidants lorsqu'ils accompagnent
une personne significative qui sera plus là dans quelques jours, quelques mois, quelques années. J'aimerais ça qu'au terme de la présentation aujourd'hui, on puisse échanger un peu plus sur justement les besoins particuliers qu'il pourrait y avoir chez les personnes proches aidantes dans le contexte de la fin de vie. Comment les professionnels de la santé, mais aussi la société en entier, pourraient mieux adresser cette expérience-là, pourraient mieux vous soutenir, mieux soutenir les gens avec qui vous travaillez. Je vais commencer par vous présenter quelques histoires issues de mes entrevues avec des conjoints que j'ai rencontrés. Puis, je vous parlerai un peu du vécu de la proche aidance au détour de la maladie, de la fin de vie. Puis finalement, ben, pour vous présenter un peu ce processus-là de préparation à la perte d'un conjoint. Nous conclurons par un regard peut-être plus positif sur les apprentissages liés à cette expérience-là et par l'identification de certaines avenues, des pistes pour le futur. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a différents facteurs qui influencent le fait de vivre une expérience, de vivre un deuil, et entre autres, la relation qu'on entretient avec l'autre. Et quand j'ai fait ma thèse, je me demandais, est-ce qu'il va y avoir vraiment cette connotation, est-ce que les conjointes ont une expérience particulière? Et c'est revenu dans chacune des entrevues que j'ai faites. En fait, et Madame Fortin, qui est un nom fictif, là, le disait bien, en fait, elle faisait le rapport entre la perte de son père, quelques années auparavant, et la perte de son mari en cours. Et elle me disait, dans le fond, mon père, je ne le voyais pas tous les jours, tout le temps. Dans une certaine façon, ta vie ne change pas tant que ça quand tu perds ton père, même si c'est très important, on ne se le cachera pas. Mais quand c'est ton mari, c'est toute ta vie qui change. C'est tout toi qui change. Et ça reflète bien ce qu'elles m'ont toutes dit, en fait. Il y en a une autre qui me parlait de la perte fondamentale que représentait son conjoint. Parce que la relation qui est entretenue est constitutive de qui elles sont. Il y en a une qui me disait, ben, mon conjoint, c'est mon mari. Depuis X nombre d'années, on est mariés. Mais c'est aussi mon meilleur ami, mon confident, mon amoureux, mon amant. Donc, tous ces chapeaux-là que porte le conjoint, c'est aussi des chapeaux qui sont représentés chez la conjointe également. Donc, laissez-moi commencer par vous présenter quelques-unes des proches aidantes que j'ai rencontrées qui permettent de voir un peu que l'accompagnement et le rôle de proche aidant est multidimensionnel, se vit dans plusieurs milieux différents et que l'expérience est variée. Bien entendu, vous comprendrez que les noms que j'utilise sont fictifs pour assurer la confidentialité des gens que j'ai rencontrés. D'abord, laissez-moi vous présenter Mme Caron, qui a 74 ans. C'est la conjointe des 30 dernières années de M. X, dont 17 années de mariage. M. X a 82 ans. Il a reçu un diagnostic de lymphome il y a à peu près 2 ans. Le couple s'est rencontré plus tard dans leur vie, au-delà de leurs 40 ans. Monsieur a 3 enfants, nés d'une union précédente, avec qui Mme Caron a une très belle relation. Le couple compte maintenant 4 petits-enfants. Et Mme Caron le dit bien, c'est ses petits-enfants aussi, même si ce n'est pas ses enfants. Mme Caron a 2 frères, 2 sœurs, avec qui elle est proche et qui lui offrent du soutien tant émotionnel, particulièrement ses sœurs, et instrumental, particulièrement ses frères, où elle me raconte, par exemple, ils sont venus chez nous pour mettre des barres de soutien dans la douche, pour m'aider quand je donne le bain ou la douche de mon conjoint. Le couple est à la retraite depuis plusieurs années, après avoir eu une vie professionnelle bien accomplie. Ils ont des moyens financiers qui sont plus élevés que la moyenne. Avant le diagnostic, le couple avait l'habitude de voyager à l'international, au moins une fois par année. Puis c'était quelque chose de planifié, là. Ils faisaient des recherches et tout ça. Ils ont des albums photos. Et ils possèdent une passion commune pour l'art, particulièrement pour la peinture. Après plusieurs traitements curatifs et expérimentaux, ils ont appris 4 mois auparavant
que les espoirs de guérison étaient épuisés. Monsieur a besoin à chaque semaine de transfusion. Lentement, il commence à avoir plus de difficultés à effectuer ses soins d'hygiène, perdre la mémoire, puis être très fatigué. Avec les traitements actuels, l'équipe médicale pense que l'espérance de monsieur est d'environ 3 mois. Donc, s'il continue à avoir ses transfusions et tout ça. S'il arrête, à peu près 1 mois. La fin de vie se déroule à domicile avec le soutien d'une équipe de soins à domicile qui prend en charge les soins, mais davantage les soins de prise de sang, par exemple, ajustement de médication et tout ça. Tout ce qui est des soins au jour le jour, c'est madame qui s'en occupe. Donc, ils ont à peu près 2 ou 3 visites par semaine du CLSC. Le couple doit se déplacer à l'hôpital pour recevoir donc, la transfusion 1 fois par semaine. Une auxiliaire familiale vient offrir du répit à Mme Caron 1 fois par semaine. Pendant ce temps-là, Mme Caron en profite habituellement pour aller faire son épicerie, pour aller prendre un petit café au restaurant du coin. Mais c'est beaucoup pour s'occuper, pour sortir de la maison. Mme Caron me souligne lors de son entrevue comment le rôle de proche aidante lui a été un peu imposé, comme une continuité naturelle du fait qu'elle était mariée à monsieur. Elle souligne que le fait d'être la femme ne devrait pas être compris comme un accord implicite à devenir l'aidante ou encore à être à l'aise à offrir certains soins. De son côté, elle disait « Je ne me sens absolument pas à l'aise avec tout ce qui est des soins d'hygiène. Je n'ai pas le goût de faire ça, mais on ne m'a pas offert la chance de dire non. » Elle souligne aussi qu'elle a des besoins qui sont particuliers du fait qu'elle est mariée avec monsieur, qu'elle est la conjointe. Et qu'on ne peut pas mettre tous les besoins de la famille comme étant un tout unique. Donc, elle dit, j'ai pas les mêmes besoins que ses enfants en termes de soutien psychologique, émotionnel et tout ça. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Ce témoignage-là, quant à l'imposition du rôle d'aidante, a été partagé par l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées. Imposition qui est parfois faite par les professionnels de la santé, qui expliquent les soins sans vraiment prendre le temps au préalable d'explorer leur intérêt ou la capacité encore des personnes à prendre en charge ce rôle-là, qui ne prennent pas le temps d'explorer les besoins ou encore de réévaluer le besoin ou l'intérêt au fil de l'avancement de la maladie. Et parfois, le rôle d'aidante est imposé par les enfants, comme ça a été le cas de Mme Lavoie, dont les enfants lui disaient « Tu sais, maman, il faut que tu continues, il faut que tu prennes soin de papa, c'est ton mari, c'est une partie de ta vie, c'est à toi de le faire. » Donc, ça, c'est des choses qui ont été évoquées. Madame Lavoie, elle, a 84 ans et son conjoint en a 98. Ce dernier est atteint d'un cancer du côlon diagnostiqué depuis plus d'1 an et demi et dont les traitements curatifs ont été cessés depuis 1 an. Marié depuis 60 ans, la relation de ce couple-là n'est toutefois pas bâtie sur l'amour, pour reprendre les termes de Madame Lavoie. Elle me raconte son histoire où elle a accepté d'épouser monsieur afin de la sortir de la pauvreté. Elle se dit chanceuse d'avoir pu connaître une vie moins compliquée que celle de ses frères et sœurs avec qui elle a presque plus de contact. Le couple a 2 enfants et 5 petits-enfants. Les enfants de Madame Lavoie rendent visite régulièrement et tentent d'aider comme ils peuvent, mais Madame Lavoie met sa limite parce qu'elle insiste sur le fait que ces enfants, ont leur vie à vivre et qu'elle peut pas, elle ne veut pas leur imposer d'autres tâches. Ça fait 60 ans qu'elle habite dans cette maison-là où elle doit maintenant prendre soin de son conjoint. Elle suggère même que prendre soin de son conjoint, c'est une continuité de sa vie qu'elle a toujours connue puisqu'elle devait rester à la maison pour prendre soin de sa famille. L'histoire de Madame Lavoie est
également un petit peu particulière, puisqu'au moment de recevoir le diagnostic de cancer de son conjoint et par la suite le pronostic, donc l'arrêt des traitements et le pronostic de fin de vie, les médecins avaient estimé que la mort surviendrait dans le mois qui suit. Elle avait donc veillé activement son conjoint. C'est-à-dire, elle était à son chevet constamment. Au bout de 2 mois, elle était épuisée. L'équipe soignante avait suggéré donc d'hospitaliser monsieur sur une unité de soins palliatifs pour lui offrir du répit. Au bout de 3 mois, monsieur est retourné à la maison parce que, dans les unités de soins palliatifs, dans les maisons de soins palliatifs, parfois, il y a une limite de 3 mois qui est accordée. Donc, pour éviter que les gens restent trop longtemps, dans le fond, que les gens puissent bénéficier des soins palliatifs. Donc, au bout de ce 3 mois-là, il retourne à la maison. Madame s'épuise encore à être continuellement au chevet et il retourne dans une maison de soins palliatifs. Et donc, ça a été une roue qui tourne pendant plusieurs mois. Et c'est ce qu'elle m'explique, en fait. Elle me dit à la fin, je suis tannée, je suis à bout de toutes les capacités que je peux avoir. Je suis essoufflée, je n'en peux plus. Elle attend le décès de son conjoint pour pouvoir se sortir un peu de ce cycle-là qui l'épuise, émotionnellement et physiquement. De son côté, Mme Simard est une femme de 53 ans, dont le conjoint a 57 ans et a reçu, il y a 8 mois, un diagnostic de cancer du poumon incurable. Donc, ils ont donc reçu le diagnostic et le pronostic le même jour. L'espérance de vie est estimée à environ 1 an. Cet événement, l'événement du diagnostic, a amené le couple à se marier, donc après 7 ans de relation. Madame Simard a un fils de 20 ans qui habite avec elle, né d'une autre union. Et elle travaille à temps partiel avec son employeur est très impliqué et très compréhensif de son rôle d'aidante, donc il l'aide beaucoup. En plus du mariage, le diagnostic a amené le couple à emménager ensemble pour que Mme Simard puisse s'occuper de son conjoint. Ce dernier ayant des traitements de chimiothérapie palliative, il est très fatigué et vulnérable aux infections. La discussion avec Mme Simard est ponctuée de tristesse qu'elle exprime du fait qu'elle venait tout juste de trouver l'amour de sa vie, puis qu'elle n'aura pas la chance de le vivre pleinement avant de le voir partir. C'est 3 histoires, 3 exemples de personnes que j'ai rencontrées, 3 exemples un peu différents. Mais en fait, toutes nos histoires sont différentes quand on regarde ça. L'un des résultats de l'étude que j'ai menée, c'est l'aspect temporel de l'expérience de la proche aidance en contexte de fin de vie. Temporalité évolutive au regard de la maladie et de la fin de vie. À chaque moment clé de la trajectoire de la maladie, moment marquant, puisque ça illustre un peu l'évolution de l'état de santé du conjoint, les conjoints disent devoir s'adapter à cette évolution-là, qui évoque le rapprochement de la fin de vie, de la mort. Dans le discours des personnes que j'ai rencontrées, se dégagent 2 types de réactions, réponses adaptatives. Il y a les réponses publiques, ancrées dans la vie, qui sont un peu immédiates, en réponse immédiate à l'événement, au changement. Puis, il y a les réponses qui sont cachées, qui sont un peu pensées un peu plus longuement et qui sont ancrées davantage vers la fin de vie, vers la mort. Les gens s'imaginent des choses, pensent des choses. Tout ça se passe dans leur tête. Donc, premier événement, le diagnostic. C'est vécu comme un choc. Ça, je suis sûre que vous le savez tous. Plusieurs l'expliquent comme les annonces qu'on voit des fois à la télé où les gens tombent un peu à la renverse à l'annonce du diagnostic. Malgré la violence, donc, de l'annonce, les conjointes soulignent l'importance de se concentrer sur le positif, sur l'espoir. Espoir envers le traitement, espoir envers une guérison. Elles soutiennent leur conjoint dans les traitements, l'encouragent à poursuivre malgré la douleur, malgré la souffrance que ça peut causer.
Mais de l'autre côté, dans leur tête, là, elles s'imaginent aussi le pire. Elles ne peuvent pas le laisser transparaître, mais elles s'imaginent un avenir plus noir. Donc, d'un coup que les traitements ne fonctionnent pas, d'un coup que la période de rémission tombe, donc et que le cancer revient. Donc, ça, c'est des choses qui se passent dans leur tête, mais qu'elles ne verbalisent pas. Lorsque les traitements curatifs se voient cesser, c'est une autre choc, mais encore plus brutal, encore plus violent, parce qu'avec lui, avec ce choc-là de l'annonce de la fin des traitements, s'éteint l'espoir d'une vie telle qu'elle était connue, telle qu'elle était prévue aussi, parce que la plupart d'entre eux prévoyaient, bon, prendre leur retraite ou faire des voyages. Donc, tout ça s'éteint un peu. La première réponse spontanée à cette annonce-là, c'est le besoin de vivre chaque moment intensément, le moment présent, un jour à la fois. Le fait de se concentrer sur une journée à la fois soulage de ce futur qu'elles savent maintenant noir. Elles refusent tous les événements qui sont dans un futur trop loin. Elle évite de faire des plans, même si, puis plusieurs me le disaient, ils étaient habitués de faire des plans, faire des listes, faire des choses. Là, maintenant, ils évitent ça parce qu'il faut se concentrer sur le présent. Il y en a une qui me disait, par exemple, elle me donnait l'exemple que sa sœur allait fêter ses 60 ans 3 mois plus tard, puis elle avait déjà invité madame et monsieur. Et là, c'est Madame Caron. Madame Caron dit, ben moi, je ne peux pas dire que dans 3 mois, je vais être là, parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans 3 mois. Donc, elle avait évité de répondre à sa sœur qu'elle elle pourrait être là si tout allait bien, pour éviter justement de penser à ce futur-là, de se projeter dans ce futur-là. De l'autre côté, dans leur tête, commencent à penser à ce que ça va être de vivre seul, de vivre après. Donc, confrontés à l'inévitabilité curatifs sont cessés, ça engage donc à penser à ce décès-là qui va arriver. Et elles commencent à entrevoir des flashs de ce que pourrait être leur vie quotidienne sans le conjoint. Tant au niveau des activités, par exemple, jouer au bridge. Mon partenaire de bridge, c'est mon conjoint. Donc, qui je vais prendre, qui je vais pouvoir utiliser comme partenaire de bridge. Donc, c'est toutes des choses comme ça qu'ils commencent à penser. Que du point de vue financier, comment je vais m'organiser au niveau financier avec mon conjoint qui ne sera plus là. Avec la progression de la maladie, des symptômes qui apparaissent, que le conjoint diminue en capacité. Donc, par exemple, le conjoint commence à perdre du poids, perdre l'appétit, sont fatigués. L'apparence physique change aussi, puis les goûts changent. Il n'y a pas juste les conjointes qui le remarquent, mais le monde entier, en fait. Il y avait une personne que je rencontrais qui m'avait parlé de sa voisine, sa curieuse voisine, qui était venue à sa rencontre parce qu'elle avait remarqué que le conjoint avait perdu du poids et tout ça. Et elle avait posé la question ouverte, savoir qu'est-ce qui se passe? Il a perdu tellement de poids, on ne le reconnaît plus. Et madame avait dû lui expliquer que monsieur était en fin de vie. Et drôlement, elle s'était rencontrée, la curieuse voisine était rentrée rapidement chez elle, ne sachant plus quoi dire. Donc, c'est pas le meilleur soutien, disons. Donc, les conjoints ne sont plus en mesure de vivre, de suivre des activités régulières, de participer au ménage, par exemple, ou à faire l'épicerie. Ce qui augmente un peu le fardeau des conjointes qui doivent en faire davantage. Donc, qui étaient déjà dans le rôle d'aidante, mais qui doivent maintenant quadrupler les efforts. Tous ces changements-là amènent également des changements dans la relation qui est entretenue avec le conjoint. Elles ne peuvent plus se confier autant à lui. Du même coup, peu de personnes comprennent réellement ce qu'elles vivent. Hein? Par exemple, la voisine de tout à l'heure. Les enfants non plus, ils ne comprennent pas.
Pour s'adapter à ces changements-là, elles vont modifier leurs activités, leurs préférences pour soutenir le conjoint. Elles vont aller coucher dans un autre lit parce que là, maintenant, le conjoint a des symptômes nocturnes, donc elles vont aller vivre dans ils vont aller vivre dans un autre lit que le lit conjugal. Ils vont manger plus de potage parce que c'est la seule chose que le conjoint est capable d'absorber. Elles vont donc vraiment tout modifier leur vie autour du conjoint. Dans leur tête, elles commencent à envisager la fin de vie qui est imminente. Donc, ce petit aperçu-là des symptômes qui apparaissent les amène à imaginer le pire. Les « et si ». Et si il s'étouffait dans ses sécrétions? Et si, n'ayant pas des connaissances quant aux symptômes qui sont à envisager, ils envisagent le pire. Au moment de l'agonie et de la fin de vie, les conjoints disent atteindre le pire de l'expérience, atteindre la limite de leur capacité, puis de ne pas pouvoir aider davantage. Elles doivent aussi faire des choix de lieu de décès, qui parfois n'est pas nécessairement le même que la volonté du conjoint. Par exemple, certaines mentionnaient que leur conjoint voulait décéder à domicile, mais au vu de l'évolution des symptômes puis de l'impossibilité de soulager adéquatement, il avait dû faire le choix de soit l'amener à l'urgence ou encore de demander une hospitalisation en soins palliatifs. Elles se penchent ouvertement sur ce qu'elles peuvent régler. Donc, au jour le jour, maintenant, qu'est-ce que je peux régler? Quand la fin de vie arrive, là, ça va être tous les arrangements funéraires, les mots pour le conjoint qui vont être prononcés à l'église, le retour sur la vie du conjoint. Ils vont sortir des albums photos pour essayer de faire le retour sur sa vie, tout ça. Dans le derrière de leur tête, là, elles commencent à entrevoir un futur, commencent à revoir que leur vie, à elles, va reprendre prochainement parce qu'ils avaient arrêté de penser à elles depuis quelque temps. Elles commencent à reprendre, à penser aux activités qu'elles vont pouvoir reprendre dans quelque temps. Puis arrive le moment du décès. Puis la douleur les submerge. Bien qu'elles le voyaient venir depuis longtemps, c'est juste en étant confrontées à cet événement-là qu'elles prennent conscience de toute la douleur qui est vécue, en fait. Au fond d'elles, la plupart me disaient, j'espérais avoir encore un peu de temps. Même si des fois, ils disaient, j'en peux plus. Ils auraient quand même voulu avoir un peu plus de temps. Le processus de préparation à la perte, c'est un processus qui est récursif, qui est continu, donc qui tourne et qui est continu dans l'ensemble de la trajectoire de la maladie et de fin de vie du conjoint. Je vais parler d'identité. Par identité, ici, identité individuelle, je veux dire toute la représentation subjective qu'on a de soi-même, qu'on se construit à partir du sens qu'on attribue aux situations, à nos rôles sociaux et à notre conception du futur, de notre futur. Il y a 4 grandes étapes de ce processus de préparation à la perte. On va les regarder ensemble. Première étape, ça commence avec un changement. Donc, tous les événements de la trajectoire de la maladie et de la fin de vie qu'on vient de voir représentent un peu des moments où il y a des changements qui sont observés, qui sont vécus par les conjoints et qui leur font prendre conscience de la détérioration de l'état de santé du partenaire et de l'approche, en fait, de la mort. Donc, la perte de poids, la perte d'appétit, les difficultés de mobilisation sont des exemples. Plus encore, il y a des événements c'est des événements marquants, souvent déclencheurs de changements profonds pour l'identité individuelle des conjoints. Par exemple, les conjoints vivent des pertes associées aux différentes dimensions de leur relation avec le conjoint. Des pertes progressives observées et vécues dans la relation amicale, affective, sexuelle avec le partenaire. Tout ça, ça représente un changement dans l'identité qu'elles attribuent donc autant au conjoint, mais aussi à elles-mêmes. Dans le même sens, l'augmentation des symptômes, comme l'apparition d'une douleur, par exemple, amène un changement dans la façon dont les conjoints conçoivent leur rôle d'aidante. Ces changements-là introduisent donc une dynamique
dans le processus de préparation à la perte. Donc, c'est ça qui commence le tour de roue. Plus particulièrement, chaque changement amène les conjointes à entreprendre ces processus de redéfinition identitaire. Donc, chaque changement représente un moment où l'identité individuelle des conjointes est remise en question parce que la définition préalable de leur identité, leur compréhension des situations, de leurs rôles sociaux et de leur futur est plus suffisante pour vivre ce nouveau changement-là. Donc, entre le diagnostic et le décès, les conjointes sont confrontées à divers changements qui stimulent ces processus-là de redéfinition identitaire. Donc, le changement amène les conjointes, les proches aidantes, à se questionner sur qui sont-elles? Est-ce qu'ils sont davantage aidantes ou est-ce qu'ils sont davantage conjointes? Les deux rôles se confrontent devant le décès inévitable. Qui suis-je à l'intérieur de ces rôles-là? C'est des questions axiologiques qu'elles se posent, soit des interrogations concernant la valeur ou le sens de la vie, ainsi que sur la signification de la situation pour leur identité à elles. Confrontées à l'inévitabilité de la mort lors de l'arrêt des traitements curatifs, plusieurs participantes se questionnent sur la signification d'une vie sans le conjoint. Qui suis-je à l'extérieur de ma relation conjugale? Certaines s'interrogent sur leur capacité à cheminer seules et d'autres remettent en question la valeur même d'une vie sans le conjoint. Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Tout ça, c'est des remises en question. On arrive au troisième point de ce processus de préparation, qui est le scénario. Les scénarios mentaux sont des représentations mentales qui sont construites tant consciemment que inconsciemment par la conjointe en réponse au changement. Tu sais, tantôt, je disais, dans leur tête, ils s'imaginent, ben c'est ça, c'est des scénarios. Donc, c'est en réponse aux changements qui sont observés et vécus dans la trajectoire et aux questions donc qu'elles se posent. Ça a dans le but de se préparer, en fait, les scénarios, c'est un peu une préparation à ce qui s'en vient, au futur qui peut être probable. La portée de ces scénarios-là est double. D'abord, les scénarios mentaux sont créés par les conjointes, peuvent les amener à se représenter le ou les prochains changements qui sont associés à la détérioration de l'état de santé, donc au processus de préparation à la perte. Par exemple, devant la diminution des capacités physiques de son conjoint, il y a une personne que j'ai rencontrée qui s'imaginait qu'un jour, ben, il va devoir être alité complètement. Et là, ça l'amenait à se dire, bon, ben, s'il est alité, est-ce qu'il va falloir que je change le lit pour un autre type de lit? Est-ce qu'il va falloir que je lui mette une culotte d'incontinence? Et là, elle se questionne, elle se fait des scénarios. Elle se trouve aussi des ressources. Donc là, avec ces questions-là, avec ces scénarios-là, elle est allée chercher sur Internet pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle en a parlé avec les infirmières auxiliaires qui venaient à la maison. Ça l'apporte un peu une construction de ressources. Ça l'apporte de construire certaines connaissances, certaines habiletés pour être réinvesties, en fait, dans le rôle d'aidante ou dans leur rôle comme conjointe. En plus de représenter les prochains changements, ben, les scénarios mentaux peuvent agir aussi comme un constant rappel de l'issue de la trajectoire, qui est le décès du partenaire. Et donc, ancrées dans la finalité comme ça de la vie, elles nourrissent aussi les réflexions identitaires qui s'ensuivent. Ces réflexions-là, c'est un processus qui est entrepris par les conjointes afin de redéfinir leur propre identité au regard du changement, au regard des questions qui se posent. Donc, c'est un peu redéfinir la signification de leurs rôles sociaux, la signification de la situation, la signification de la vie, la signification de la mort. Les réflexions identitaires sont alimentées par les expériences antérieures de perte que peuvent avoir vécues la personne proche aidante. Par exemple, tantôt, je vous ai montré une diapositive qui disait que la perte de son père avait été un peu moins difficile que la perte de son conjoint. Bien, revenir là-dessus, ça a fait
parlé, Madame Fortin, du fait que elle disait, ben, j'ai eu mal quand mon père est décédé. Ça m'a fait mal. J'ai vécu le deuil, mais au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, je sais que ça faisait de moins en moins mal. Donc, ça lui a fait rappeler que même si la douleur à la mort de son conjoint était là, ça allait finir par s'estomper un peu. Pas que ça allait disparaître, mais ça allait s'estomper un petit peu avec le temps. Donc, ça les fait réfléchir là-dessus. Il y en a d'autres qui vont réfléchir aussi, donc, tu sais, à la multidimensionnalité de la perte du conjoint, qui est le père des enfants, qui est le conjoint, l'amant et tout ça. Ils vont penser que la perte du conjoint, c'est différent de celui qui est entrepris à la perte d'un autre proche. Ils vont dire, bon, mais toutes ces dimensions-là, comment je peux les réinvestir? Comment est-ce que je vais, par exemple, pour certains qui avaient des enfants, dont des enfants, c'était les enfants du conjoint, il y en a qui se posent la question à savoir, mais comment est-ce que je vais prendre ma place auprès des enfants de mon conjoint s'il n'est plus? Donc, un peu de se réinvestir puis de réfléchir à leur identité auprès de ces enfants-là. Il y en a d'autres qui vont réfléchir à leur identité au-delà de la mort du partenaire, à cette question de quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de la mort aussi. Parce que au regard de l'expérience d'accompagner son conjoint en fin de vie, il y en a qui se disent, ben lui, finalement, il est chanceux, il m'a moi pour prendre soin de lui à la fin, mais qui va être là pour moi? Et qui est-ce que je veux voir prendre ce rôle-là? Ou il y en a qui me disaient, ben, à qui ça va incomber, dans le fond, de porter le rôle du proche aidant. Et donc, ils vont redéfinir un petit peu leur signification de la vie, de la mort, de qui est-ce qu'elles sont. Donc, il y en a qui disaient, bon, ben, je ne veux plus rester dans cette maison-là qui représente le conjoint. Donc, où est-ce que je vais aller habiter après? Donc, c'est un peu se redéfinir sa vie. La mort annoncée du conjoint entraîne des questions aussi sur le sens de la vie. Donc, comme, capacité à vivre seul, mais aussi sur la poursuite de la vie sans le conjoint. Donc, des réflexions qui sont amorcées au regard de l'inévitabilité de la mort, mais aussi sur la continuité de leur rôle, tant dans leurs rôles sociaux élargis, donc en tant que travailleurs, mais aussi en tant que mère de famille ou grand-mère ou tout ça. Donc, ils vont se poser la question. Et c'est un peu une roue qui tourne comme ça. Ça fait beaucoup penser à tous les écrits qu'on a sur le deuil aussi. Et sans pour autant diminuer l'expérience qui se passe après la mort, il s'agit de voir la préparation à la perte comme une expérience un peu similaire à celle qui va être vécue après, mais qui est très orientée sur qui je suis à l'intérieur de cette relation-là, qui me définit et qui se redéfinit constamment, en fait, en amont de la mort. Les réflexions qui sont issues de ce processus-là peuvent aussi être réinvesties dans la façon dont les conjoints vivent l'expérience de la proche aidance en fin de vie. Certaines participantes soulignent que les réflexions amorcées lors de l'annonce de l'inévitabilité de la mort du conjoint est alimentées par les questions qui sont suivies par la suite, les amènent à redéfinir la signification qu'ils accordent à la vie et à la mort. Plus particulièrement, certaines conjointes soulignent que le processus entrepris depuis le début de la maladie les amène à concevoir la mort comme étant l'aboutissement de la vie, l'aboutissement normal de la vie, en fait. Cette réflexion-là sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, les amène aussi à adopter une attitude de un peu lâcher prise quant à certains éléments de leur identité liés au rôle d'aidante, de conjointe. Par exemple, certaines participantes soulignent avoir changé d'attitude quant à la place de la sexualité dans leur vie personnelle. Les participantes décrivent aussi les apprentissages qui découlent des réflexions entretenues dans le processus de préparation à la perte. En plus des apprentissages liés aux soins, aux différentes facettes du rôle d'aidante, les participantes soulignent avoir pris
conscience de toutes leurs forces et toutes leurs limites. Puis, Madame Fortin le dit bien, elle dit « Je suis une nouvelle personne. J'ai pleuré, j'ai eu bien de la douleur, mais j'ai appris et j'ai grandi. Mes valeurs se sont renforcées et ma vision pour la vie a avancé. » Donc, ces réflexions-là identitaires les amènent aussi à s'imager puis à se reconstruire un futur qui est cohérent avec qui elles sont devenues, donc au regard de cette expérience de proche aidante-là. Elles entreprennent des démarches qui sont concrètes aussi afin de mettre à profit ces apprentissages-là puis de se réaliser dans le futur. Puis, autant Mme Caron, je vous disais qu'elle aimait les voyages, bien, autant vers la fin de vie de son conjoint, elle commençait à se planifier un autre voyage, mais là, avec ses sœurs, pour l'année qui allait suivre. Donc, elle voulait réinvestir un peu tous ces apprentissages-là puis se rapprocher de ses sœurs. Il y en a d'autres qui disaient, ben, je vais m'impliquer bénévolement afin de rendre compte des apprentissages que j'ai réalisés puis un peu redonner au suivant. Donc, ils voulaient s'investir souvent dans des maisons de soins palliatifs en tant que bénévole. C'est sûr que ça, c'est une recherche, puis j'ai tout un protocole de recherche qui suit à ça et qui veut, et je veux en fait faire avancer puis faire reconnaître les particularités de la proche aidance. Puis je pense qu'en contexte de fin de vie, il y a des particularités. Je pense qu'il y a d'autres études qui vont être nécessaires, donc pour aller plus loin, mieux comprendre, puis auprès d'autres aussi populations de proches aidants. Donc, comme je vous disais, moi, je me suis intéressée beaucoup aux conjointes, donc les femmes, mais qu'en est-il des hommes qui sont conjoints, puis qu'en est-il des enfants proches aidants? Donc, toutes des particularités qu'il faut tenir en compte. Il faut qu'on développe aussi des ressources de soutien en contexte de fin de vie. Il en existe quelques-uns. Parfois, dans les maisons de soins palliatifs, il y a des occasions de répit. Mais aussi, c'est de le reconnaître dans l'ensemble de la trajectoire, puis pas seulement penser que c'est à la toute fin de la vie que ça arrive, qu'il y a des particularités, puis qu'il faut prendre en compte cette expérience-là. Mais c'est dès le départ du diagnostic et au fur et à mesure. Et donc, reconnaître donc, les besoins des proches aidants, prioriser, dans le fond, les ressources de soutien, pas seulement physique et de répit, mais aussi psychologique, émotionnel, spirituel. Donc, tout ça fait partie de l'expérience. Pour conclure, je vous dirais que je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, j'ai écrit un article qui a été publié dans la revue théologique et qui est disponible gratuitement. Donc, je vais l'envoyer, dans le fond, à Ludovic prochainement pour qu'il puisse le mettre sur les réseaux, sur vos réseaux. Mais n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Puis, je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Émilie, pour ta présentation. On a une question d'une participante qui demande, est-ce que les personnes mentionnées dans les témoignages avaient-elles envisagé l'aide médicale à mourir? Il y en a une qui avait envisagé, en fait, son conjoint avait envisagé, mais que finalement, ça ne s'était pas passé, ça n'avait pas été décidé comme ça. Mais c'est certain que c'est une des particularités. Tantôt, je parlais, il faut d'autres études et tout ça. Ça fait partie d'une des particularités, justement, qu'il faudrait aller s'intéresser. Parcours des proches aidants en contexte d'aide médicale à mourir aussi, qui est une fin de vie, mais qui est une différente fin de vie parce que c'est un type de mort qui est un petit peu différent. D'accord, parfait. Sinon, on a un de nos organismes membres, Albatros Québec, qui offre justement les services euh, dont tu as mentionné. Je ne sais pas si la participante voulait intervenir. Si c'est le cas, on pourrait la laisser intervenir. À part cela, nous n'avons pas d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avant de conclure la présentation d'aujourd'hui. Euh, J'imagine que tu étais très clair, que tout était très clair. Mais sinon, s'il y en a qui ont des idées de besoins qui sont à répondre, tant au niveau de la recherche ou
ou au niveau clinique par les professionnels de la santé, je serais très à l'écoute également. Ça me fait penser à une question qui avait été posée euh, lors de l'inscription, même qui malheureusement avait été posée un peu tard, fait que c'était un peu tard pour te l'envoyer. Mais c'était la question allait comme suit, comment les professionnels de la santé, du milieu communautaire et leur réseau de la santé et des services sociaux pourraient travailler ensemble justement pour améliorer le parcours des personnes proches aidantes en contexte de fin de vie. Ah, c'est une bonne question. En fait, je pense que la première étape, c'est vraiment de reconnaître l'expérience. Donc, je pense que, puis avec la politique sur l'approche aidance qui a vu le jour, c'est déjà une première étape, mais il faut aussi que chaque professionnel de la santé, dès qu'il y a un diagnostic qui tombe, peu importe lequel, qu'on comprenne qu'il y a toujours des proches qui sont en arrière et qu'on prenne directement euh, le chemin de les accompagner, en fait, pas attendre trop tard. Un des éléments, je pense, qui a été frappant pour moi, puis en même temps, bon, je suis infirmière et je pense que je l'avais vécu aussi avec mon père, qui était vu que tu es là, c'est toi qui l'accompagne, ben on va te dire comment prendre soin. On ne te demandera pas vraiment ton avis. Donc ça fait partie des choses maintenant que j'enseigne à toutes mes étudiantes en sciences infirmières, c'est assumez pas que la personne elle peut ou qu'elle veut prendre cette charge-là. Assumez pas non plus qu'elle comprend que ce soin-là va évoluer dans le temps puis qu'il va devenir de plus en plus intensif et tout ça. Donc, il faut expliquer le tout. Il faut réévaluer constamment les besoins. C'est pas parce qu'une personne nous le dit un an avant qu'elle est capable de prendre, d'administrer certains médicaments, qu'un an plus tard, elle est encore capable d'administrer autant les médicaments. Donc, c'est un peu de tout ça que je pense que les professionnels ont leur part à jouer. Puis de rendre compte aussi que l'expérience, c'est pas seulement de justement faire des soins, puis faire des tâches, puis de donner des médicaments, c'est aussi que toute l'expérience qui se déroule dans la tête des proches aidants, ça fait partie de leur parcours, puis il faut l'accompagner, ce parcours-là, au même titre qu'on accompagne les gens en fin de vie, donc par des accompagnateurs spirituels, par des psychologues, les proches aidants, ils en ont autant besoin. Sinon, c'est eux qu'on va rencontrer quelques années plus tard, donc dans le phénomène du deuil et tout ça. Donc, je pense qu'il y a cet accompagnement-là qui doit venir bien avant la fin de vie. Merci beaucoup pour ta réponse. On a une autre question, j'espère que je vais bien la poser, qui est euh, comment la période de passer à l'étape de ce que va devenir ma vie après la prochaine danse diffère d'une personne à une autre. Euh, En gros, ce qui laisse certaines personnes accrocher à quelque chose pendant très longtemps, ou encore comment on peut les aider à décrocher du rôle de proche aidant après le deuil et continuer à vivre au final. Oui. Ça fait partie de certaines des choses que j'ai pu discuter aussi avec les gens. Il y en a que tu voyais le rôle de proche aidant, c'est des choses que tu vis à long terme. Tu sais, c'est long parfois, la maladie et tout ça. Donc, ça fait partie d'eux. Donc, leur identité donc, à chaque changement, leur identité se reconstruit et l'identité de la proche aidance est incrustée un peu dans les personnes. Donc, c'est normal aussi que ça ne décroche pas immédiatement. Puis je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on soit à l'écoute quand on accompagne les gens à la suite du décès. Ça se pourrait que leur identité, ils se voient encore comme proche aidant. Puis ça se pourrait que, puis je pense que ça prend du temps. Puis, puis ça, c'est le phénomène du deuil, c'est propre à chacun. Donc, on ne vit pas toutes nos choses de la même façon. Puis il ne faut pas non plus penser qu'il y a juste une bonne façon de voir le deuil. Cela étant dit, il y a des gens qui vont probablement pas décrocher très rapidement ou très facilement de leur rôle. C'est de les amener à voir qu'est-ce qu'elles aiment.
par rapport à ce rôle-là. Puis c'est des choses que j'ai pu discuter avec des conjoints. Et dans le fond, c'est celle qui disait, ben, je veux redonner par la suite. C'est qu'il avait aimé ça, être là pour la personne. Puis ce qu'il voulait, il avait comme découvert une facette d'eux qu'elle ne connaissait pas. Par exemple, il y en a une qui disait, ben, moi, je travaille en comptabilité dans la vie. Puis là, ben là, j'ai le rôle de proche aidante. Puis on dirait que toute cette facette-là de la relation, de prendre soin de quelqu'un, c'est quelque chose qui était en moi, mais que j'avais jamais découvert. Et donc, en discutant avec elle et dans les années, ben dans l'année qui a suivi, elle a fait son deuil de son conjoint et ça l'a amené à dire, ben, je veux juste pas que ça s'efface, ça fait partie de moi. Je vais juste le réinvestir autrement. Donc, ça a été sous une implication bénévole. Puis maintenant, elle lit des livres pour enfants. Donc, c'est une façon de, tu sais, c'est complètement différent. Puis ça n'a pas été sur quelque chose qui était être proche aidante comme tel, mais elle a réinvesti cet apprentissage-là d'elle-même dans une autre activité. Donc, je pense que c'est d'être à l'écoute puis de les faire voir un peu aussi qu'est-ce qu'elles ont aimé, qu'est-ce qu'elles ont apprécié, puis comment est-ce qu'elles pourraient le réinvestir autrement. Parfait, merci. Merci, ta réponse m'a beaucoup parlé sur l'idée de découvrir quelque chose que tu savais pas, euh, puis ne pas essayer de le garder, puis de peut-être l'utiliser de façon différente. On a une autre question, puis je ne sais pas si là tu auras peut-être quelques pistes de réponse, mais une intervenante demande qu'en est-il des hommes proches aidants pour leur épouse. Puis je sais que ta recherche était sur les conjoints. Fait que je ne sais pas si tu aurais peut-être quelques pistes rapides de réponse. Mais en fait, en ce moment, je suis en train de faire la suite de ce projet-là, qui est en fait de regarder un peu les écrits, puis de comment est-ce que les écrits scientifiques parlent de cette expérience de la proche aidance-là en contexte de fin de vie. Et ce qu'on voit, ce qu'on remarque quand on regarde les écrits, c'est qu'il y a des différences selon la population de proches aidants qui sont rencontrés. Chez les hommes, il y a beaucoup, je vous dirais qu'il y a très peu d'écrits qui parlent de cet aspect psychologique ou spirituel de la proche aidance. On parle beaucoup des soins, des tâches qui sont à faire. Mais même à ça, dans les écrits qui en parlent, les hommes vivent également cette détresse-là que les femmes vivent autrement. Ils vivent autrement, ils veulent en parler, mais ne savent pas où, ne savent pas comment en parler souvent. Puis là, c'est certain qu'il y a toute la dimension de l'âge, des rôles qui sont tenus dans la famille en tant que telle et tout ça. Donc, c'est évolutif, là. Mais dans le fond, les hommes, l'expérience des hommes, c'est quelque chose à aller travailler autant au niveau émotionnel qu'au niveau psychologique, que l'accompagnement au niveau des tâches. On sait que les hommes ne font pas nécessairement les mêmes tâches que les femmes en contexte de proche aidance. Il y a des disparités dans les rôles. Ben, c'est de voir comment est-ce qu'eux représentent ces tâches-là au regard de leur identité de proche aidant. C'est toujours penser cette constance-là qui est l'identité, en fait, qui se redéfinit. Mais probablement que dans les prochains mois, quand j'aurai fini mon autre projet, ben, je pourrais peut-être venir vous en reparler un peu plus sur les différences entre hommes-femmes, puis différentes relations aussi qui évoluent. Ça nous ferait plaisir. Ça nous ferait plaisir. Euh, Ben, on va conclure la présentation d'aujourd'hui avec un commentaire d'une participante qui dit vraiment très intéressant de mettre l'emphase sur les proches aidants et la famille. Un meilleur accompagnement avant le décès de l'être cher est certes une préparation pour entrer dans le deuil proprement dit. Elle dit n'oubliez d'inclure les TS dans l'accompagnement aux psychologues et ISS. ISS, je sais pas trop ce que le Intervenant en site. soins spirituels. Parfait, merci beaucoup. Ben, sur ce, je te remercie beaucoup, Émilie, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour présenter ton sujet de recherche qui est vraiment très intéressant. Je vais partager avec les personnes qui ont participé aujourd'hui l'article dont tu as mentionné.
Également, je vous remercie à vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Je vais simplement vous rappeler que demain, on a le lancement des outils de sensibilisation à la réalité des jeunes personnes proches aidantes. Donc, ce sera de midi à 13 heures. Donc, si vous voulez, si vous n'êtes pas encore inscrite, n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Et également, à la fin du mois, nous aurons un autre webinaire sur les défis d'accessibilité lors des événements numériques. Donc, je vous remercie à toutes et toutes et tous et je vous souhaite une bonne après-midi. Bye bye.